déjà une dernière présentation de la soirée avec celle de David Morin, qui est également professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Les titulaires de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Vous l'avez peut-être vu aussi passer à l'émission Tout le monde en parle le 14 février 2021, aux côtés d'Edith Blais, Cherbouquoise et ancien otage pendant près de 15 mois d'un groupe islamiste affilié à Al-Qaïda. Donc, il nous parle aujourd'hui d'une présentation intitulée « Pourquoi les gens ont-ils adhéré aux théories du complot durant la pandémie de COVID-19 ». Je vous invite à l'applaudir. Bonne présentation. Merci beaucoup. Alors, salut tout le monde. Merci beaucoup au Bistro Brain pour l'invitation. C'est très chouette, c'est une très belle initiative. Bravo aussi aux présentations d'avant. Même, c'est terrible quand vous voyez des étudiants qui arrivent à rentrer dans le temps, à faire des présentations PowerPoint incroyables. Vous vous sentez super cheap. Mais c'est pas grave, on l'a travaillé fort autant qu'on pouvait. C'est aussi vraiment agréable de pouvoir venir au Granada. On a enseigné un peu au centre culturel pendant la pandémie. On a été aussi enseigné à la chapelle. Et là, se retrouver dans le Granada, c'est très chouette. La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour voir un show de Vincent Vallière. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeune produit local. Je pense qu'il a du bon potentiel pour le reste de sa carrière. Donc, écoutez, je ne vais pas vous parler d'amour. Moi, je vais vous parler de complotisme. Je vais vous présenter quelques résultats en fait tirés d'un rapport qu'on vient de déposer au gouvernement du Québec, disclaimer, financé aussi par le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et des fonds de recherche. Et donc, je vais en fait amasser un certain nombre d'éléments que je vais vous présenter très rapidement. L'objectif de cette présentation, il est triple. Le premier, c'est d'essayer ensemble de réfléchir à cette question-là. Et donc, si je suis capable de vous donner 2% de plus par rapport aux connaissances que vous avez déjà sur le phénomène, je serais content d'être venu. Le deuxième objectif, et non des moindres, c'est que si jamais vous insultez votre voisin ou votre beau-frère en le traitant de complotiste, vous le ferez sur une base scientifique. Ça, c'est très important. Et le troisième, évidemment, je plaisante, je suis venu en paix. Je pense qu'après 2 ans de pandémie, il y a beaucoup de polarisation sociale dans notre société et il est temps de restaurer le dialogue. Et restaurer le dialogue, ça ne se fait pas en stigmatisant une partie de nos concitoyens qui, effectivement, ont peut-être adhéré à une forme de pensée que d'aucuns pourraient qualifier d'extrémiste, certes, mais l'idée, ce n'est pas de rajouter de l'huile sur le feu, c'est d'essayer d'être plutôt dans une logique de restaurer du lien social, restaurer de la cohésion et rétablir une forme de dialogue social. Donc, rapidement, on ira sur le complotisme. On parlera un petit peu des facteurs d'adhésion. On a fait une grosse enquête, etc., pan-canadienne. On parlera des effets et on ne parlera pas de rétablir dialogue. On vous laissera le soin vous-même de penser à tout ça. Alors, on va commencer par vous. Moi, je ne vais pas vous parler de batterie au lithium. J'étais de ceux qui n'ont pas levé la main. J'y connaissais absolument rien. C'est très, très intéressant. Un petit sondage maison très scientifique. Qui a déjà vu passer des propos conspirationnistes sur les réseaux sociaux? Ok, on est dans le 90% à la louche comme ça. Qui a déjà entendu des propos conspirationnistes dans son milieu de travail? C'est pas mal moins. Et qui a dans son entourage des gens qui ont adhéré ou qui adhèrent fortement au conspirationnisme? Pas mal aussi. La dernière, celle qui tue, qui est conspirationniste? C'est très bien. Bienvenue. 1%, vous verrez, c'est beaucoup moins que ce que je vais vous montrer là, mais théoriquement, vous devriez être une dizaine. Et tout va bien. OK? Alors, le complotisme en très bref. La première chose qu'il faut dire, oui, dans l'histoire, il y a eu des vrais complots. Ça existe, les complots. Le Watergate, l'assassinat de Jules César, des grandes compagnies qui s'entendent pour fixer des prix. Colin Powell qui arrive à l'Assemblée générale des Nations unies en montrant une fausse fiole pour faire comme si l'Irak avait des armes de destruction massive. Tout ça, oui, ça existe. Ce n'est pas de ça dont on parle. Deuxième élément, ce dont on ne parle pas, c'est qu'on ne parle pas de la critique scientifique, du scepticisme. Ce n'est pas de ça dont on parle. Ici, il y a beaucoup de gens qui sont venus vous faire des présentations. La science est fondée sur une forme de scepticisme. Et d'ailleurs, en fait, avant de devenir de la science, elle n'est que de la recherche. Et la recherche, ce n'est que des hypothèses qu'on va chercher à valider.
Mais avant qu'il y ait des consensus, on reste toujours dans des zones grises. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'esprit critique, ce n'est pas le fait de douter d'un certain nombre de choses et d'avoir une forme de distance. Deuxième chose à gauche que n'est pas le complotisme, c'est la critique du gouvernement. En temps de pandémie, il y a bien du monde qui a critiqué certaines mesures gouvernementales. C'est correct, on est dans une société démocratique, on peut avoir effectivement envie de contester. Il y a des gens, par exemple, des associations communautaires qui ont dit hey, on pense que le couvre-feu, ce n'est pas une bonne idée parce que probablement que ça touche de manière déraisonnable les populations vulnérables. Ça, c'est correct. Ça fait partie de la critique normale. Alors, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas ces deux choses-là? Je suis peut-être un peu près du micro. Hein. La théorie, ou le conspirationnisme, qu'on mélange parfois avec les théories du complot, c'est finalement une forme de pensée politique qui dit que les événements qui sont autour de nous, la plupart de ces événements sont le produit d'une collaboration secrète d'un petit groupe de gens puissants qui agissent en secret afin de manipuler la société avec des intentions qui sont malveillantes. Donc c'est vraiment un prisme de lecture qu'on applique systématiquement à la plupart des phénomènes sociaux. Alors vous le voyez, le 11 septembre, on connaît ces théories-là, aurait été le fruit évidemment d'un complot américano-israélien, etc. On n'aurait pas marché sur la Lune, il y a évidemment que Bill Gates serait derrière toute l'affaire de la pandémie pour vendre du vaccin, le fait qu'on aurait mis la 5G dans le vaccin, etc. etc. Donc c'est ce genre de choses. Il y a un certain nombre de règles à la pensée conspirationniste, le fait que la vérité n'est jamais ce que l'on croit, qu'il faut toujours se méfier des apparences qui sont trompeuses, que rien n'est dû au hasard, qu'il existe une conspiration et des complots secrets, donc vous voyez toujours ce mode de raisonnement, que ces complots, comme je le disais, sont le fait d'une élite, qui ont des intérêts malveillants, qui a des preuves et que nous, il faut qu'on cherche les preuves. Okay, en gros, voilà des règles que vous voyez appliquées systématiquement. Il y a différentes formes de théorie du complot et je ne rentrerai pas ici dans les détails, certaines qui insistent davantage sur le contrôle et la manipulation de l'information, d'autres sur les malversations gouvernementales, d'autres sur le fait qu'il y aurait une conspiration mondiale, les Illuminati, les francs-maçons, les reptiliens, etc., des conspirations surnaturelles, et puis d'autres qui disent que finalement, on cherche à contrôler en tout temps nos libertés pour réduire finalement notre espace citoyen. Nous, on a pris 26 énoncés. On a testé ces 26 énoncés auprès de 4500 personnes et on a obtenu ces résultats-là. Au Québec, 6% des répondants adhèrent de manière convaincue à la pensée conspirationniste, contre 9% au Canada. 15% adhèrent de manière modérée au Québec, contre 20% au Canada. Et finalement, entre 72 et 80% de gens n'adhèrent pas à la pensée conspirationniste. Okay. Alors, vous voyez, le fait de tester avec 26 énoncés, ça veut dire que vous et moi, on pourrait dire que le gouvernement nous cache de l'information, bien sûr. Ça ne fait pas de quelqu'un qui dit ça un conspirationniste. Dans une certaine mesure, on sait que c'est vrai d'ailleurs. Donc, l'idée, c'est vraiment de tout tester pour obtenir ces résultats-là. Donc, voilà le premier portrait. Deuxième élément, les facteurs d'adhésion. Et là, il y a un grand mythe qui circule dans la population. On a l'impression que le complotiste, c'est le profil type du gars dans sa voiture qui regarde son téléphone et qui dit hey, « moi là, le gauche, je suis en tabarnak ». On a tous vu des vidéos comme ça sur Facebook pendant les 2 dernières années, des litanies de 23, 70 minutes là-dessus où on entend toutes sortes de choses. Ouais, il y a des gens comme ça qui ne cèdent pas, mais il y en a quelques-uns, effectivement. Mais c'est un mythe, c'est un préjugé. Okay, il y en a, mais ce n'est pas la majorité des gens qui sont comme ça. Donc, il n'y a pas de profil type. Et donc, ce que je veux vous montrer ici, effectivement, c'est que quand on prend des données socio-démographiques, ben on voit par exemple, oui, les hommes sont un peu plus représentés que les femmes chez les conspirationnistes convaincus. En revanche, si on prend les modérés, c'est à peu près 50-50. Au niveau de l'âge, le mythe voulant que les jeunes soient beaucoup plus conspirationnistes que les autres, c'est faux. En fait, vous voyez ici, on est dans des moyennes normales. La seule variable ou élément significatif, c'est qu'après 55 ans, ça chute. En gros, les baby-boomers sont moins complotistes que les autres, c'est normal, ils font partie du complot. Donc, ça, c'est des éléments importants dans les variables socio-démographiques. Là, je vous montre un schéma, ça va vous crever les yeux, quoique, après ce que nos collègues avant, c'est l'avantage d'avoir des scientifiques durs, c'est que quand toi, tu as des petits tableaux en sciences humaines, on te prend pour un Mickey. Donc ça, c'est très bon. Ce qui est important ici,
On a testé beaucoup de variables. Je vais juste vous en donner quelques-unes. Donc, vous voyez, le revenu, l'âge et même la scolarité, oui, on voit qu'effectivement, ça joue un peu, mais pas forcément tant que ça. Quand vous regardez les leaders complotistes, il y en a beaucoup qui sont tout à fait et beaucoup diplômés. On a quand même 25% ou 20%, si mes souvenirs sont bons, de gens qui adhèrent fortement au complotisme, qui ont quand même un diplôme universitaire. Donc, ce n'est pas négligeable. Ce qui est important ici, dans les variables qu'on a vues, la principale, c'est la confiance. Et là, il y a vraiment une relation, une corrélation forte. Moins les gens ont confiance dans les institutions politiques, dans les institutions médiatiques, dans les institutions scientifiques, plus ils sont susceptibles d'adhérer au conspirationnisme. Donc là, il y a vraiment un bris de confiance avec les institutions, qui est d'ailleurs une problématique qu'on connaît dans les sociétés occidentales depuis un certain temps déjà, qui se traduit parfois dans l'hésitation à aller voter, etc. etc. C'est ce qu'on appelle parfois aussi l'anomie, une forme de manque de confiance, de perte de valeur dans les institutions. Deuxième élément important, on a vu clairement un lien entre l'adhésion au conspirationnisme et le refus d'appliquer les mesures sanitaires. Ça, c'est très clair. Élément un peu plus préoccupant, on a vu une corrélation entre l'adhésion au conspirationnisme et la sympathie à l'égard de la violence. Donc ça, ce sont des échelles psychométriques. Okay ? Pas tous les conspirationnistes sont sympathiques avec la violence, mais quand vous prenez le groupe populationnel complotiste, il y en a davantage qui sont sympathiques à l'égard de la violence pour faire valoir leurs idées que d'autres. Dernier élément que je voulais vous highlighter ici, en bon latin, la question de la détresse psychologique déclarée. Il y a plus de gens qui déclarent de la détresse psychologique parmi les complotistes que dans le reste de la population. Okay ? Encore une fois, ce n'est pas tous, mais ça veut dire qu'il y a une surreprésentation. Okay ? Et là, comprenez bien que je vous parle de corrélation, pas de lien de causalité. On n'est pas capable de dire que la détresse entraîne l'adhésion au complotisme. Les deux peuvent se renforcer mutuellement. Ça, c'est 1 minute qui reste ? Oh, shoot. Point intéressant, on a testé aussi, on a observé une quarantaine, 50 presque leaders conspirationnistes sur les réseaux sociaux et on a regardé d'où ils provenaient sur le plan idéologique. Près de la moitié d'entre eux venaient de l'extrême droite. Ce sont des leaders, je parle des leaders, pas des gens qui adhèrent, qui venaient de ce milieu-là. Beaucoup étaient des mouvements antigouvernementaux, d'autres de l'alterscience et finalement, de manière moins importante, du religieux. Les effets, laissez-moi 2 minutes, je vous promets, ça va aller vite. Les effets, ce n'est pas les manifestations qui nous intéressent. Tout le monde a le droit de manifester, ça s'appelle la démocratie. L'enjeu, c'est évidemment la question des manifestations interpersonnelles. On a vu par exemple des gens tomber vraiment dans une forme de rigidité cognitive, presque comme dans un mouvement sectaire, qui pouvait être même extrême. On a vu parfois des comportements transgressifs et agressifs. On a vu des conflits familiaux avec l'entourage, etc., etc. On a vu de la colère et de la haine en ligne se déverser sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la page Facebook du Premier ministre Legault. On a le droit d'aimer ou pas aimer Legault. Mais lui dire qu'on va lui mettre une balle dans la tête, on arrive à un autre niveau. Il y a eu beaucoup de signalements au niveau de la police. Donc, on est passé, si vous voulez, de manifestations interpersonnelles à des formes de désordre public. Un accroissement des arrestations. Ça, c'est dans les 2 dernières années, une quarantaine d'arrestations où on a trouvé, nous, des liens avec la pensée conspirationniste. Ce n'était pas forcément l'objectif numéro 1 ou le crime numéro 1. Ça pouvait être des ports d'armes, ça pouvait être des menaces, etc. Mais il y avait ces éléments-là. On l'a vu, par exemple, dans le monsieur qui a essayé d'arrêter, ou en tout cas qui a menacé d'arrêter Jack Metzing. On a vu ces gens-là qui essayent d'engorger le système de justice. On a vu des tours cellulaires incendiées parce que, soi-disant, il y avait du 5G. Bon. Le problème, c'est que ce n'était pas des tours cellulaires 5G. On a vu aussi des gens avoir des propos inquiétants et qui ont été souvent dénoncés par leur entourage en disant c'est un monsieur, il a 2 enfants, bien des armes, il explique qu'il va les emmener dans le bois parce que là, il faut qu'ils survivent en cas de si la pandémie devient terrible, etc. Un chauffeur d'autobus agressé, etc. Et évidemment, l'assaut dans un parc, enfin pas dans un parc, pardon, dans la résidence de Trudeau. Je voudrais vous parler, et puis vraiment, je prends 30 secondes, de deux théories du complot plus problématiques. La première, c'est QAnon. QAnon, c'est cette théorie du complot qui dit qu'il y a un grand complot pédosatanique à la grandeur du monde auquel participent les élites. On a posé cette question-là dans notre sondage. Il y a quand même 4% des répondants qui disaient « oui, ça existe » et 10% qui disaient « probablement », ce qui fait quand même 14%. Alors QAnon, on a vu ce que ça a donné le 6 janvier aux États-Unis. C'est le premier groupe parmi les rioters qui ont donné l'assaut sur le Capitole. C'est QAnon. Ici, on l'a vu aussi,
Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'individu Corey Oren qui a attaqué avec des armes à feu un réserviste de l'armée pour essayer de trouver Justin Trudeau, de la fameuse reine du Canada, la Queen Romana. Bon, vous me direz, ça l'a un peu flyé, mais elle a quand même appelé à tirer sur les gens dans les centres de vaccination. Et on a, nous, alors lui, il n'a jamais appelé à la violence, Monsieur Cossette Trudel, quelqu'un qui est bien de chez nous. Ce nom vous rappellera évidemment celui de ses augustes parents qui étaient dans le FLQ, mais Alexis, qui a viré dans le complotisme et qui est vraiment le passeur de la théorie QAnon dans l'espace francophone. Deuxième, j'ai vraiment fini, deuxième théorie dont on a beaucoup parlé récemment à Buffalo, qui a fait 30 morts, pas 30 morts, 10 morts, pardon, qui dit que finalement, nos élites sont en train d'essayer de remplacer les populations blanches par les populations immigrantes de manière délibérée. Ça a donné des choses assez graves. Ça a donné la mort, évidemment, à l'attentat de la mosquée de Québec de 6 de nos confrères. Okay, et l'individu qui a tiré sur ces gens-là adhérait aux théories du grand remplacement. Ça a donné plus récemment, London, Ontario, une famille de 4 personnes qui ont été écrasées et qui sont mortes par quelqu'un qui lui aussi croyait à cette théorie-là. Ça a donné un de nos anciens personnes des forces armées canadiennes qui a essayé de rejoindre un groupe terroriste aux États-Unis, qui a été arrêté par le FBI, qui est en prison. Et récemment, dans le cadre du convoi à Ottawa, en marge du convoi à Ottawa, pas à Ottawa, dans les plaines, des gens qui, eux aussi, adhéraient à ces thèses accélérationnistes et s'étaient surarmés pour passer à l'acte violent. Donc voilà, si vous voulez, mes préoccupations, c'est sûr que ça, c'est la pointe de l'iceberg. Donc je pense qu'il ne faut pas nécessairement parler de l'extrémisme violent autant en tant que des polarisations sociales. Et la responsabilité incombe pas juste aux gens qui sont complotistes, elle incombe aussi aux gens qui sont anti-complotistes, qui les raillent, qui peuvent parfois aussi donner finalement dans le même type de registre. Donc voilà, je terminerai là-dessus et moi je m'arrête là. Comment rétablir le dialogue? À vous de voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David Morin. On l'a vu là, avec les exemples, la pandémie de COVID-19, c'était vraiment un terreau fertile pour les fausses nouvelles, les idées, les théories du complot. Mais à l'inverse, moi, je peux témoigner dans la communauté de vulgarisation scientifique que ça a donné lieu à beaucoup d'initiatives. Donc, il y a aussi ce contrepoids-là qu'on peut quand même se consoler. J'essaie de finir sur une note positive. Donc, à vous la parole, comme David l'a dit, des questions, juste à venir au micro ici, puis on va terminer après ça. Salut. J'étais juste, on parlait de scepticisme. J'étais juste sceptique essentiellement par rapport, pas aux données elles-mêmes au niveau des variables là, liées à l'adhérence au complotisme, mais plus à l'interprétation de ces variables-là. En fait, oui, tu as parlé évidemment, on ne parle pas de corrélation nécessairement, de causation nécessairement, mais juste une corrélation. Il a quand même dit aussi qu'on dit, moins il y a confiance envers le gouvernement, plus les chances sont élevées d'adhérer en termes de corrélation. Mais ça pourrait être aussi l'inverse. Je veux dire, comment on sait que ce n'est pas la confiance qui a baissé une fois qu'il y a eu l'adhération au complotisme? Ça peut s'appliquer à toutes les variables qui étaient là en fait. Oui, absolument. C'est ça que je disais. C'est vraiment pas causal. Donc, en fait, les deux se renforcent mutuellement. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement adhérer à la pensée complotiste et que ça vienne encore plus baisser votre niveau de confiance dans les institutions. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut avoir beaucoup d'interprétations nuancées. Et en fait, écoutez, je pense qu'il y a des milliers et des milliers d'articles scientifiques qui essayent de rentrer dans la tête des complotistes pour essayer de comprendre les facteurs de l'adhésion. Et il y a beaucoup de données qui sont très contradictoires. Donc effectivement, là, moi, ce que je vous disais, c'est que ce qu'on voit, c'est que dans certains cas, il y a des corrélations. Quand finalement, on les compare entre les gens qui adhèrent beaucoup, modérément, et ceux qui n'adhèrent pas. Mais après, les conclusions qu'on peut en tirer, effectivement, il faut être prudent. Merci. Allô, premièrement, merci pour la présentation, c'était vraiment intéressant. Donc moi, ma question, c'est plus par rapport à, en tout cas moi, les personnes que j'ai côtoyées ou à qui j'ai parlé qui étaient complotistes, souvent c'était des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à la politique ou qui se disaient « Ah non, moi la politique, c'est pas de mes affaires, mais par exemple, le gouvernement, c'est… » Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qui est observable plus dans la population? Oui, alors en fait, sous la confiance, il y avait vraiment une autre variable qu'on a testée, c'est la participation aux élections. Et il y a une corrélation, mais qui est assez faible. Donc c'est vrai.
en fait, on voit qu'il y a une petite surreprésentation de gens qui vont moins souvent voter parmi les complotistes. Mais honnêtement, je ne tirerai pas de conclusion à ce niveau-là. On a vu des gens très politisés aussi, finalement, avant, adhérer. Alors, c'est vrai que moi, j'ai des exemples rapprochés dans mon environnement de gens qui ont fait leur socialisation politique, mais moins à travers le complotisme que finalement à travers le contexte de la pandémie, où ils se sont mis à comprendre l'importance que des décisions du gouvernement peuvent avoir sur leur vie quotidienne et où finalement ils se sont réveillés en disant « Hey, quand ça ne fait pas mon affaire, ça ne fait pas mon affaire ». Donc, c'est vrai pour une partie d'entre eux. Mais encore une fois, je pense qu'on le voit, ça touche finalement toutes les catégories sociales, socio-économiques de la population. Donc, il y a vraiment beaucoup de traits différents et de profils différents. Merci. Ça fait plaisir. Oui, en fait, dans les graphiques, vous présentiez des données pour les élèves, en fait, niveau secondaire. Une des compétences au secondaire à développer, c'est le développement de l'esprit critique. Comment est-ce qu'on peut contribuer au développement de l'esprit critique chez les jeunes au niveau secondaire, alors que de la manière qu'on en parle, ça touche toutes les sphères de la société? Deuxième question par rapport au graphique sur les données, différence Québec-Canada. Qu'est-ce qui justifie cette différence-là entre le Québec et le Canada niveau adhérence au mouvement complotiste? J'avais très peur que vous me posiez la deuxième question. Alors, je vais répondre à la première. C'est une discussion qu'on a de manière constante avec le milieu de l'éducation, qui fait beaucoup d'avancées dans ce domaine-là, etc. D'abord, la question du milieu de l'éducation, il y a une forte hésitation à aborder ces questions-là en classe. Donc là, nous, on allait faire des conférences dans les milieux de l'éducation. On dit combien de gens ont été confrontés à des propos conspirationnistes en classe. En général, c'est plus que la moitié qui lève la main. Et puis on dit combien d'entre vous, parmi les enseignantes et les enseignants, avaient abordé ça avec les enfants, enfin les jeunes. Puis là, il y a très peu de gens qui lèvent la main et disent on ne sait pas par quelle boule prendre. On ne veut pas stigmatiser un enfant qui adhère. On ne veut pas le placer dans un conflit de loyauté, peut-être avec ses parents, parce que vous voyez que finalement, les tranches d'âge, c'est 35, 45 ans. Ça veut dire que ça, c'est des parents de jeunes que vous avez dans vos écoles. Enfin, je ne sais pas si vous êtes enseignante, mais en tout cas, c'est ça. Donc ça, c'est un enjeu. Alors, c'est sûr que miser sur l'éducation, ce n'est jamais mauvais. Hein. Personne. C'est bien, effectivement, d'enseigner l'esprit scientifique, d'enseigner aussi l'éducation au numérique, la bonne utilisation des réseaux sociaux, etc. Ça me semble très important. D'enseigner aussi l'éducation, donc l'esprit critique scientifique, etc. Pour l'avenir. Mais en fait, je ne suis pas tellement inquiet par les jeunes que moi je vois autour de moi, parce qu'ils n'adhèrent pas du tout. Comme je le disais, finalement, nos statistiques montrent qu'il n'y a pas une vulnérabilité particulière. C'est vraiment le défi qu'on a, c'est de rejoindre en fait après 25 ans, ceux qui ne sont pas à l'école, ceux qui sont en milieu de travail et qui, eux, adhèrent beaucoup plus fortement. Donc, je vous dirais que le défi, vraiment, il se situe là. Mais évidemment, on peut continuer d'avoir cette conversation-là dans le milieu scolaire. Il y aura quelques guides qui sortent sur comment aborder les sujets sensibles, etc., qui sont certains bien faits, d'autres un peu moins. Sur la deuxième question, qu'est-ce qui explique la différence entre le Québec et le Canada? Je ne vous ai pas montré la variable. Il y a clairement une variable très importante sur la langue, entre les francophones et les anglophones. Et on le voit même quand on regarde nos statistiques au Québec, en fait, pardon, les francophones et les non-francophones. Il y a deux explications ici. La première, elle peut jouer à l'effet que, et encore une fois, ce n'est jamais des variables, il ne faut jamais les regarder isolément. Un élément important, par exemple, c'est la place de la religion. Je ne vous l'ai pas montré, mais on sent qu'effectivement, il y a une légère surreprésentation des gens qui disent que la religion est importante dans leur vie, qui adhèrent à la pensée conspirationniste. Or, on sait par exemple qu'au Québec versus le reste du Canada, la religion est moins présente dans le quotidien d'une partie des Québécoises et des Québécois. Donc ça peut être un premier élément. Un deuxième élément, et là, je n'avais pas le temps de vous le montrer, c'est parmi les autres groupes non francophones, etc., on a aussi beaucoup de gens qui viennent de pays dont les gouvernements sont autoritaires et qui peuvent avoir une relation de méfiance à l'égard du gouvernement, de manière générale, et qui peuvent scorer chez nous sans nécessairement, si vous voulez, développer une très très forte vision complotiste, mais qui ont d'emblée déjà, si vous voulez, une forme de méfiance. Donc ça, c'est les deux éléments importants qu'on a quand on compare au sein du Québec nos données et quand on les compare avec le reste du Canada. Mais encore une fois, ce que je vous rappelle, c'est que même les statistiques au Québec, finalement, si vous faites 6 plus 15, ça reste que c'est
une personne sur 4 versus peut-être une personne sur 3 dans le reste du Canada. Donc, je pense que plutôt que de voir les différences, il faut qu'on voit effectivement ça comme une problématique commune. Ça fait plaisir. Merci.